Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous recevons un artiste dessinateur en vogue dans la capitale, un spécialiste du live painting. Il s'agit de Maxime Rouault. Sommaire. Maxime Rouault est un dessinateur qui fédère et qui a développé sa propre technique d'illustration pour le moins originale. C'est le genre d'artiste que vous pouvez croiser en pleine performance artistique avec son collectif, le 22 bis, dans des lieux branchés de la capitale lors de soirées à la mode. Quel est l'univers si particulier de Maxime et quel genre de technique a-t-il mis au point pour sublimer son art? C'est ce que nous verrons avec lui ce soir. Dans une seconde partie, nous recevons Stéphanie pour sa chronique dans laquelle il sera question de cinéma, de séries, de remake. C'est la surprise. Mais tout de suite, nous recevons Maxime Rouault dans notre émission. Bonsoir Maxime. Bonsoir Mathieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Ça va, t'es bien installé là? Nickel, comme à la maison. Comme à la maison. Alors dis-nous, on a réussi à t'avoir une extrémiste parce que tu t'envoles bientôt pour la métropole? C'est ça, je rentre en France lundi après 4 ans passés en Calédonie. C'est passé super vite, avec beaucoup de projets, beaucoup d'aboutissements, beaucoup d'émotions. Ok, tu reviens après, on est d'accord? Oui, voilà, je reviens en octobre. Alors, tu aurais pu nous parler de gastronomie, de jeux d'acteurs, car tu as aussi fait des études dans ces domaines-là? C'est ça. Ok, mais ce soir, tu vas nous parler exclusivement de dessin, parce que c'est la voie que tu as choisie. C'est ça, exactement. Justement, pourquoi pas les autres? Pourquoi tu as laissé la gastronomie, le jeu d'acteur de côté? On va dire que l'hôtellerie, ça fait partie de 13 ans de ma vie. Aujourd'hui, c'est plus forcément ce qui m'intéresse. On va dire que j'étais au bout de ce cycle. Et puis, l'école d'acteur, je l'avais commencé à Paris il y a 7 ans. Et il y a 7 ans, j'ai décidé de commencer à voyager. Donc, il y avait un choix à faire. Okay. Et finalement, j'ai voyagé avec mes dessins. Et aujourd'hui, c'est ce qui me porte. Et donc, je pense avoir fait le bon choix. Alors, raconte-nous un petit peu, depuis combien de temps tu dessines finalement et quelle place prend l'art dans ta vie? À l'origine, donc j'ai commencé à dessiner un peu par ennui et à la suite d'une exposition. Je suis allé voir l'exposition de Niki de Saint-Phal au Grand Palais à Paris. Ah ouais. Et je suis rentré avec l'envie de dessiner chez moi. À partir de là, en 2 mois, j'avais fait une 60aine de dessins. J'ai fait ma première exposition chez moi à Paris qui s'appelait Le 22 bis, donc 22 bis rue du Pont Louis-Philippe. Et à partir de là, en fait, quand j'ai commencé à dessiner, j'ai déposé cette marque 22 bis parce que ça me permettait un peu de fédérer ce que je faisais autour de mes dessins, dans l'événementiel, je veux dire. Et du coup, j'ai à partir de là dessiné, ça fait 7-8 ans maintenant que je dessine tous les jours. Le 22 bis, on en reparlera. Hein. Ouais. Tes parents étaient artistes avant toi, si je ne me trompe? Alors, ils le sont toujours. Ouais. Mon père est photographe. Ma mère est mosaïste, donc elle fait de la mosaïque romaine depuis 25 ans et mon père pratique l'activité de photographe depuis une 40aine d'années. Excellent. Là, on voit déjà des images qui apparaissent et Obama, qui voit. Ouais. Comment ça se fait cette rencontre? Une rencontre improbable. J'étais en Suisse, je cherchais du travail et puis il y a un hôtel en Polynésie qui m'a contacté, qui s'appelle le Brando, donc c'est l'atoll de Marlon Brando. Et puis en fait à ce moment-là, Barack Obama venait de quitter la Maison Blanche. Et il était résident de l'hôtel pour 1 mois, il écrivait ses mémoires et donc pour sa soirée de départ, j'ai eu l'opportunité déjà de le rencontrer et puis lui offrir ce dessin. Quelle chance! Et ce qui a par la suite noué pas mal de relations avec justement Tétia Roy et le Brando, où je suis retourné il y a quelques semaines, quoi. Bon écoute Maxime, je te propose qu'on regarde une petite vidéo pour découvrir un peu plus ton univers. Allez, on regarde ça tout de suite. C'est parti. Maxime Rouault est un artiste qui vit surtout la nuit. Mais pour l'occasion, il s'est montré en pleine lumière. Il nous a ouvert les portes de son appartement qui ressemble plus à une galerie d'art qu'à un logement et où il a l'habitude de travailler avec son collectif le 22 bis. Après, c'est les pyramides mayas, elles sont bien escaliers comme ça, elles sont jamais droites. C'est ça qui me flingue le crâne, parce qu'au milieu du coup, les marches, elles vont être plus resserrées, mais il faut qu'elles soient dans la perspective aussi. Peut-être faire les marches de ce côté-là, non? Tu arrives à poser le haut de la pyramide en perspective, le bas il suit. Moi j'en suis incapable. Là. Je te laisse ça. Bon courage. Maxime a développé ses propres techniques de dessin et vous allez voir, c'est plutôt surprenant. C'est un stylo vide et du coup je vais le remplir avec de la colle, donc c'est une mixture à dorer
Et du coup, je vais l'appliquer à l'endroit où je veux faire ma dorure. Je vais attendre 5 minutes et une fois que c'est sec, je vais pouvoir coller la feuille à l'endroit où j'ai mis la colle. Et puis après, il va falloir attendre un petit peu après l'application. Donc, ça, c'est de l'or alimentaire 22 carats. Donc c'est utilisé normalement pour de la pâtisserie. Le 22 carats, pourquoi? Parce que du coup le 24 carats il est beaucoup plus malléable, il est moins solide. Le 22 carats on peut encore le toucher avec le doigt, le 24 carats il faudrait que je l'utilise avec un pinceau. Et bon après il y a une question de prix également. Donc je vais venir appliquer du coup ma feuille à l'endroit où j'ai fait ma dorure. Et du coup une fois que j'ai appliqué la feuille à l'endroit où il y a la colle, bah, je peux venir la lisser. Alors moi je fais tout à la main, donc c'est une pointe relativement fine qui va me permettre de venir faire en fait le contour de là où j'ai fait ma dorure pour récupérer en fait le trait noir perdu. Mais finalement tout ce qui est à base d'or et inoxydable il gardera la même lumière, la même brillance. Du coup c'est ce que j'utilise pour tous les petits bonhommes parce que ça leur permet de ressortir au premier plan en fait. Là pour l'instant ils sont fondus dans la masse, on les voit pas vraiment, enfin on les distingue, mais une fois qu'ils seront en dorure comme ici, on verra vraiment la brillance du bonhomme qui fera ressortir le bonhomme par rapport au reste. Et sous les jeux de lumière et notamment lors des soirées de live painting, les œuvres de Maxime semblent prendre vie. Retour plateau. Maxime, alors tu mets de l'or dans tes œuvres, hein, 22 carats. T'as pas peur quand on vienne te les voler et que les mecs récupèrent ça? Là pour la fresque Néo Tokyo, pour le coup j'ai utilisé 70 feuilles d'or. Ah ouais. Donc ça fait quand même 3 carnets de feuilles d'or, donc ça a un prix. Mais en soi, bon, c'est tellement léger que il en faudrait pas mal pour faire 1 gramme. Du coup, cette technique particulière, tu tiens ça d'où? Alors c'est mon cousin en France donc, qui m'a appris cette technique. Lui il restaure des œuvres d'art donc classées au patrimoine mondial. D'accord. Et du coup il avait jamais travaillé sur le papier photo et puis moi je voulais apprendre sa technique et puis un jour il est venu à la maison et il m'a montré comment appliquer de l'or et également aussi des poudres hein, parce qu'il n'y a pas que de la feuille de dorure, il y a aussi des poudres à dorer et qui sont aussi intéressantes dans des effets de texture. Donc ça m'a permis d'avoir à la fois la couleur et la brillance à travers les dorures. Ça permet de faire ressortir les lumières et de valoriser un peu les couleurs justement quoi. Ouais, il y a une autre particularité, c'est que tu peins sur quoi en fait? Alors c'est pas de la peinture, c'est du dessin. Enfin le dessin, excuse-moi. Et non, je t'en prie. Donc c'est du dessin sur du papier photo. Le papier c'est du papier glacé, il fait à peu près 200 grammes par mètre carré et il sort d'un grand rouleau qui fait 30 mètres de long. Okay. Donc du coup ça me permet de tailler à peu près les formats que je veux et en général maintenant on fait que des fresques parce que ça me permet d'avoir un aspect visuel plus important et de faire à la fois du décor de soirée et éventuellement quand il y a des ventes de pouvoir faire des ventes additionnelles plus intéressantes. On voit que tu rajoutes des poudres aussi là? C'est ça, alors ça c'est des poudres utilisées pour dorer les œufs de Pâques en fait. Ok. Donc ça permet en fait d'avoir une poudre alimentaire et pas une poudre de métaux qui déjà est moins nocive pour la santé et qui va avoir une brillance et une tenue tout aussi intéressante du coup que si c'était du métal réel quoi. C'est assez surprenant, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une technique que tu as inventée toi-même? Tout à fait, puisque du coup cette technique personne me l'a apprise. Dans l'idée, je peux dire que je l'ai inventée puisque je me suis construit mes propres univers au travers des outils que j'utilise, mais c'est des outils qui sont peu utilisés sur papier photo. Le papier photo a énormément de propriétés et du coup en 8 ans j'ai pu développer on va dire des façons de travailler. J'utilise des stylos métallisés, des feutres à encre de Chine, des marqueurs à alcool, les feuilles de dorure, les poudres et tout ça donne un ensemble assez unique finalement. Donc, ça donne du relief à tes œuvres aussi? Ouais, c'est ça, surtout l'idée en fait de pouvoir faire passer au premier plan des choses qui étaient fondues dans la couleur. Grâce à la dorure et du coup de donner de la dimension au dessin. On parlait souvent avec Lou de la 5e dimension dans l'arrière-plan du tableau où justement ça va être l'habillage de l'arrière-plan et donc ça c'était le cas dans l'aquarium que j'ai offert au Brando à Tahiti et du coup c'était le motif dans le fond, il était vraiment psychédélique quoi. Je veux dire on travaille aussi des choses assez abstraites en même temps que le figuratif. Alors Lud, pour préciser, Ludwig, c'est un de tes collègues. C'est ça. Et il nous rejoindra tout à l'heure dans l'émission. Tout à fait. Au milieu d'émission. Mais parle-nous un petit peu de ton style justement. De quoi tu t'inspires là dans tes dessins? De quoi il est question?
Alors, il est question de notre époque. Moi, j'aime bien mettre en lumière un petit peu des choses contemporaines. Dans Neo Tokyo, par exemple, on va prendre des éléments de la culture populaire, donc le vaisseau Star Wars, l'œil de Sauron en haut de la tour Pfizer, des éléments dans lesquels tout le monde peut se reconnaître. Neo Tokyo, c'est une de tes œuvres, hein? Voilà, Neo Tokyo, c'est l'œuvre qu'on voyait à l'image, la grande ville. Ok. Et du coup, en fait, l'idée, donc, c'est de pouvoir quand même représenter à peu près tout et n'importe quoi, les époques, les styles. La fresque égyptienne, elle parle d'une époque. On a fait le calamar aussi, donc dans les abysses. Là, c'est plus un univers. Beaucoup de détails en fait, hein, c'est minutieux voilà. en fait. Après, les idées, on les travaille à plusieurs. En général, c'est des idées un peu collectives dans des projets qu'on a envie de faire ensemble. Et moi, ça me permet d'avoir d'autres idées, justement un apport d'inspiration supplémentaire par rapport à une idée ou un thème donné. Et c'est après, la difficulté, c'est de s'entendre à plusieurs et de pouvoir travailler ensemble dans la durée, quoi. Alors on parle un petit peu de la forme, mais au niveau du fond, est-ce que tu tentes, est-ce que tu fais passer des messages finalement à travers ton art ? Pour l'instant, je reste assez généraliste. Je fais passer quelques messages. Pour moi, la priorité, c'est l'environnement. Le tableau que j'ai offert au Brando, c'était dans le cadre du Blue Climate Summit qui s'est passé en Polynésie à Papeete. Ok. Et je pense que là, dans les années et mois qui viennent, je vais vraiment m'investir dans la cause écologique au travers de mes œuvres. Je veux dire, le monde des animaux, la protection de l'environnement. Sont des messages qui sont assez universels et qui vont être de toute façon très importants dans les années à venir pour notre génération. Et je pense que les artistes, au travers de l'art, peuvent commencer à évoluer, faire évoluer, changer les mentalités. Alors pas forcément en faisant du politique, mais juste du... Comment dire ? Ouais, t'es quand même engagé sur le climat, je veux dire. De l'humanisme. De plus l'humanisme. que du politique, ouais. Ok. Ouais. Tu te considères engagé du coup, peut-être petit à petit ? Écologiquement, il y a une vraie prise de conscience sur ce qui est en train de se passer au niveau des océans, de la protection des mers, des espèces marines, puisqu'en fait, si c'est le premier habitat en danger de la planète, c'est les océans, et on sait très bien que si les océans venaient à être pollués ou la vie marine disparaisse, sur Terre, on aurait un impact énorme et ça produirait probablement des catastrophes. Donc, c'est déjà le cas d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien pouvoir m'engager dans recycler des matériaux, pouvoir en faire des nouvelles structures, essayer aussi de soutenir des associations qui font et militent pour la protection de l'environnement. C'était le cas en Polynésie avec Tetiaroa Society, qui sont énormément investis dans cette cause et qui ont réuni un colloque de scientifiques pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Et petit à petit, moi, j'ai envie de me greffer à ce genre d'événements, ce genre d'initiatives, parce que, je veux dire, aujourd'hui, l'art, c'est un canal de communication qui est capable de parler à l'humanité entière s'il n'est pas trop politisé. Et finalement, je reste très général dans mes tableaux. On n'aborde pas des thèmes politiques ou religieux. Justement, on parle du reste, quoi. Ok. Écoute, on reviendra un petit peu sur Tahiti après. Ouais. Là, je te propose on va passer à une chronique. Et Ça puis, on va y être ensemble. Hein. C'est Stéphanie, c'est le moment de Steph. Allez, on regarde ça tout de suite. Bonsoir Steph. Bonsoir Mathieu, bonsoir Maxime. Alors je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi le week-end, après une longue semaine de travail, pour me détendre, j'aime bien m'installer sur mon canapé tranquillement et regarder des films et des séries. Et justement en parlant de séries, aujourd'hui sort sur Netflix le remake de la série espagnole à succès La Casa de Papel, donc Monnaie Est Correa. Alors, dans les grandes lignes, parce que tout le monde connaît cette série, je pense que Maxime la connaît aussi. Donc, dans les grandes lignes, La Casa de Papel, c'est l'histoire d'un homme qui se fait appeler El Professor. Donc, c'est lui le cerveau de l'histoire. Il va planifier, on va dire, le meilleur braquage jamais organisé. Et pour mener à bien son plan, il va recruter les meilleurs criminels d'Espagne, qui vont adopter donc des noms de villes, tout simplement comme nom de code, pour ne pas se faire identifier. Et ils portent bien sûr le fameux masque de Salvador Dali. Donc les noms de villes, Tokyo, Nairobi, Berlin, etc. Une série très populaire. Hein. Voilà, sur Netflix. Et bien dans ce remake, bien sûr, on ne change pas. Le concept reste le même.
Pourquoi changer ce qui a fonctionné en 2019? Ce qui va changer, bien sûr, c'est simplement les acteurs et le lieu d'action. Donc je vous propose qu'on regarde un court extrait. Le Nord s'est ouvert au capitalisme. Tous les Coréens devaient bénéficier des retombées. Mais en réalité, seuls les riches sont devenus encore plus riches. Nous allons voler 4 000 milliards de won et nous volatiliser. Tenez-vous prêts, tout le monde. Donc voilà, rien ne change, il y a toujours le masque de Salvatore Dali. Donc le concept, ça c'est le remake. c'est le remake. Donc le remake, c'est la même histoire, mais Corée bon, du c'est Sud. juste le lieu et les acteurs qui changent. D'accord. Donc justement, au niveau de ce remake, aux commandes, donc on a Ryung Wang Jae, donc lui il est co-scénariste donc du film Peninsula sorti en 2020. D'accord. Alors pour celles et ceux qui connaissent, donc c'est la suite du Train de Busan. Peut-être que Maxime connaît, donc si vous aimez les films de zombies, c'est super. J'aime pas trop, mais en tout cas ils sont excellents. Et on retrouve également, surtout Alex Pina, qui est créateur et producteur de la série La Casa de Papel. Eh bien il sera producteur exécutif pour ce remake. Également, donc chez les acteurs aussi, il y a un super casting. Donc on a Park Hae-soo qui lui est devenu célèbre grâce à la fameuse série Squid Game, dont la 2e saison devrait sortir en 2024. En tout cas, pour l'instant, pour ce remake, il faut savoir qu'il n'y a que 12 épisodes qui sont prévus. Moi, j'espère que ça ne s'arrêtera pas là, parce que généralement, les thrillers coréens, moi, j'adore. Parce que déjà, on va dire que la cinématographie coréenne est assez unique. Et même au niveau de la narration, voilà, c'est assez prenant. Donc, j'espère qu'il y aura plus que 12 épisodes. Toi, Maxime, les séries, les films, tu adores, j'imagine. Ouais, je suis abonné aussi, ouais. Voilà. Et ça te parle ce remake là? Bah ouais, je trouve. Tu n'avais pas vu, non? Bah, c'est comme tous les remakes asiatiques, finalement, ça doit être assez rigolo à regarder, je pense. Merci Steph C'est pour moi qui cette vous chronique. remercie. On se quitte sur un extrait ou pas? Non. J'allais glisser. T'as glissé, reviens avec nous. Ben oui, je vous propose qu'on se quitte sur un extrait. Ça donnera envie de Maxime de le regarder. Allez, on ce regarde soir. un petit Allez. extrait de quelques secondes vite fait, on revient à nous. Les Sud-Coréens en rang à ma gauche. Les Nord-Coréens en rang à ma droite. Si l'un de vous désobéit aux règles, les membres du camp adverse seront punis. En cas de prise d'otage dans une installation comme la Monnaie, les deux Corées devront former une unité d'intervention conjointe. Et voilà pour ce petit extrait. Et entre-temps, Ludwig Lefebvre nous a rejoint avec Maxime. Salut Ludwig, Salut. ça va? Oui, ça va, la forme. Alors du coup, Maxime, tu peux nous présenter un peu ton collègue? Ben, Ludwig, en fait, Lud, hein, c'est son nom d'artiste. Du coup, on s'est rencontrés il y a 4 ans quand je suis arrivé en Calédonie. On a tout de suite eu l'envie de dessiner ensemble parce que lui est graphiste et moi j'arrivais avec une nouvelle technique, un nouveau matériel, etc. Donc on s'est entendu sur un premier projet qui était le poisson combattant. Et puis du coup, on s'est vite réparti les tâches. Sur le deuxième projet, le moustique tigre, on a pris un peu plus de plaisir, d'assurance. On s'est dit qu'on pouvait faire plus grand. Et là, on est parti sur une forêt de champignons magiques, sur un planisphère qui représente les animaux positionnés dans le monde. Et puis de là, après, on a commencé à attaquer des grandes fresques, donc l'aquarium. Et puis il y a eu la fresque égyptienne par la suite, il y a eu le Bouddha. Ludwig fait partie de ton collectif, on est d'accord, le 22 bis? Ouais, pour moi c'est l'essence même puisqu'il apporte ce côté technique que j'ai pas forcément. Et puis à deux on arrive quand même à se comprendre et à se répartir les tâches dans le travail. Donc du coup on peut des fois travailler ensemble, des fois il travaille chez lui et ensuite moi chez moi. Et ça nous permet d'avoir quand même une complémentarité que j'aurais pas eu sans lui. Enfin le résultat graphique de mes œuvres, elles sont aussi intrinsèques à son travail. C'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Du coup, justement, le concept de live painting, Lud, tu peux nous en parler un petit peu parce que tu participes énormément sur ce genre d'événements avec Maxime? Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dessiner, que tout le monde, qu'il y ait du monde autour et qu'on puisse communiquer ensemble, interagir et trouver aussi d'autres artistes. Parce que le but dans ce collectif, c'est de trouver des artistes même en brousse, d'avoir des gens même un peu introvertis, mais de se concentrer et de faire plein de choses ensemble. Et vous faites des prestations en fait en direct au milieu de soirée et tout ça, quoi? C'est ça. Et c'est pas contraignant d'avoir ce genre d'ambiance, les gens, enfin ça doit foutre un peu la pression, non? On s'est développé pour aussi les jeux de lumière, tout ça, c'est ce qui nous intéresse aussi dans la forme de notre art.
Ouais. C'est comment dire, enfin c'est fait pour développer de la lumière. Donc qu'on fasse ça en soirée ou chez nous, ça revient au même. Et là, on voit des belles images de Khalifa Banks, hein. C'est ça, Yes, Maxime, Ouais. qui nous a prêté pour l'émission. Maxime, revenons à toi. Tu as voyagé sur le navire le Paul Gauguin il y a peu de temps en direction de la Polynésie française. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Raconte-nous. Comment tu es allé là-bas? Un concours de circonstances en fait. Il y a eu du coup le Blue Climate Summit qui a été organisé à bord du Gauguin et en partie également à Tetiaroa, donc là où il y a l'hôtel, le palace qui s'appelle le Brando. Et donc du coup, moi, vu que j'avais travaillé au Brando il y a 5 ans, un ancien employé m'a mis au courant qu'il y avait cet événement. Et donc du coup, moi, j'ai proposé à l'association Tetiaroa Society d'offrir un tableau pour pouvoir participer à l'événement. Et à partir de là, du coup, on a rencontré le milliardaire Dick Bailey sur le bateau qui nous a autorisé à venir à Tetiaroa pour encadrer l'œuvre Super. que vous voyez à l'image. Ok. Donc j'avais trouvé un panneau de cinéma pour les affiches de cinéma que j'ai récupéré pour fabriquer le cadre sur mesure à Tetiaroa au service technique de l'hôtel. Et donc là, on le voit accroché du coup au snack de l'hôtel où tous les clients de l'hôtel peuvent passer par là et également tout le staff de l'hôtel. Super. Donc du coup, il va être visible par du beau monde et puis en même temps, moi, ça me permet d'être le premier artiste à offrir une œuvre à l'hôtel. Excellent. Et en même temps, de pouvoir organiser ma première expo internationale, on va dire, à partir de la Calédonie. C'était un peu un test pour voir si c'était faisable. Wow. Et le fait est que j'avais 3 fresques comme ça, comme celle qu'on voit à l'écran avec moi, plus un autre tableau. Donc pendant que j'exposais sur le Gauguin, j'ai débarqué du Gauguin, on a été à Moorea. Et à Moorea, de là, on nous a invités à venir au Brando. Et donc du coup, je faisais 2 expos en même temps, dans la même semaine, une sur le Gauguin et une à Tetiaroa. Et puis ça a été hyper rapide puisque ça a duré une semaine. Une très belle aventure. Ouais, j'étais avec ma petite amie Marion qui m'a énormément aidé. Ok. Et vu que j'ai exposé le samedi soir, j'avais vraiment un timing très serré. Bon les gars, on arrive presque à la fin de notre émission, mais j'aimerais parler un petit peu de marketing avec vous. Ouais. Une question pour Lud. Lud, à quel moment est-ce qu'un simple dessin devient-il une œuvre d'art? Enfin, je veux dire, pour vous, comment ça se passe? En fait, c'est surtout la forme. C'est que, par exemple, avec Max, on a développé quelque chose qui est une technique complètement différente, qui sort de l'ordinaire, et c'est ça l'apport, quoi. Ça pose une colle aux gens. C'est cette différence de couleur, parce que c'est quand même le papier photo développe énormément au niveau au niveau du visuel. Ok. Et les gens, ça leur fait tilt, quoi. Et là, on voit des images justement d'une galerie. C'est dans ce genre d'environnement justement que vous partagez aussi? Du coup, c'était mon expo, entre guillemets. Enfin, c'était une grosse expo sur 4 ans de notre travail. Du coup, c'était l'ouverture de la galerie, l'inauguration du lieu à la Villa Cheval, donc c'est à côté du Quai Ferry. Et du coup, de là va s'en suivre un partenariat avec eux pour les années à venir. Et ça me permet moi aussi et éventuellement à Lud d'avoir une galerie qui nous reconnaît en tant qu'artiste et qui nous permet du coup de pouvoir aussi voyager un peu à l'international. Justement, Maxime, le marché de l'art pour toi, il est viable en Nouvelle-Calédonie? Il est émergent, il me semble. Dans l'idée, je pense que l'art kanak a toute sa place en tant qu'art calédonien et art local. Mais il y a un deuxième marché qui est aussi en train de se développer, c'est un marché plus artistique avec des artistes qui font pas forcément du local. Et donc moi j'aimerais bien aller à l'inverse de cette tendance, c'est-à-dire pouvoir faire un peu de local avec des artistes locaux et à l'inverse pouvoir permettre à des artistes de brousse de venir travailler dans nos projets et de voir des choses un peu différentes peut-être. Donc je pense que le marché il est émergent parce qu'il y a des gens qui font du dessin, de la sculpture, de la gravure, de la peinture. Il y a plusieurs galeries qui ont ouvert à Nouméa cette année. Et du coup, il y a aussi des événements qui commencent à se mettre en place et une demande artistique. Donc oui, il y a un marché émergent. Il y a le musée de Nouvelle-Calédonie qui va réouvrir au centre-ville aussi, qui va être une place assez intéressante. D'accord. Bon les gars, on arrive un petit peu à la fin de notre émission. On passe à l'agenda culturel, on regarde ça tout de suite.
cap sur l'île d'Ouvéa pour la fête du lagon qui a débuté ce jour et qui se tiendra jusqu'à 22h30 dimanche. Les habitants de la tribu de Mouli dans le sud de l'île vous ont concocté un programme d'enfer. Animation touristique ou encore concours de pêche vous attendent. Sans oublier pour les fins gourmets d'entre vous un buffet 100% produit du lagon. Mes papilles sont toutes émoustillées. Enfin, retour aux sources avec la fête de la robe mission et de la vannerie demain dès 8h à la tribu de Thiari dans la commune de Ouégois. Ateliers sur l'histoire de la robe mission ou encore défilés seront au rendez-vous. On a pu voir un petit peu ce petit agenda culturel. Maxime, une dernière question pour toi. Qu'est-ce que l'art a changé dans ta vie? Où tu en serais si tu n'avais pas été artiste aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est que je me sens à ma place. Il y a 5 ans, 4 ans, quand je suis arrivé en Calédonie, il y avait une grosse contradiction entre ma vie dans l'hôtellerie et ma vie artistique. Aujourd'hui, je me sens droit dans mes bottes, je me sens porté par beaucoup de projets et beaucoup de monde autour de moi. Je me sens plus seul dans mes créations. Et clairement, ça a aussi changé que je vais faire venir une imprimante par sublimation à la rentrée en octobre. Le prochain projet à venir. Voilà, qui va me permettre de dupliquer du coup toutes mes œuvres à la fois sur papier, sur textile, sur support rigide, de faire des objets, des baskets. Cette imprimante est hyper complète et permet de diffuser les dessins sur plusieurs types de supports. Je vais pouvoir faire des lycras tendus pour décorer des scènes. Je vais pouvoir faire tout un tas de choses intéressantes. Bon, des projets à venir. En tout cas, merci à vous deux, les gars, d'avoir participé à cette émission. Merci Mathieu. C'était le mot de la fin. Et on se dit bye bye sur Calédonia. Allez, salut les gars. Salut, au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à la semaine prochaine.